Dans le cadre du plan de filière que nous avons signé en décembre 2017, nous avions identifié un socle qui s'appelle Socle France Terre de Lait. Ce socle de base France Terre de Lait, il correspond aux pratiques des éleveurs sur l'ensemble des systèmes laitiers en France. Les pratiques d'élevage observées aujourd'hui sur l'ensemble des systèmes laitiers français sont raccords avec les attentes sociétales. Notre défi, c'est de reconnaître une valeur marchande en face de ces pratiques pour mieux rémunérer l'éleveur. La charte des bonnes pratiques est aujourd'hui utilisée comme un outil de réassurance interne à la filière. À ce stade, l'ensemble des exploitations laitières sont au niveau de cette charte des bonnes pratiques d'élevage. À ce stade, le consommateur n'a pas eu l'écho véritable de nos pratiques. Or, aujourd'hui, il y a une vraie demande du consommateur pour pouvoir connaître les pratiques d'élevage que nous avons sur nos exploitations. Notre ambition, c'est de faire reconnaître ce que nous faisons déjà de très bien dans nos fermes. Le bien-être animal fait partie de notre éthique d'éleveur. C'est notre quotidien. Nous avons bien conscience qu'aujourd'hui, au niveau des attentes sociétales, cet item est très fort. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place et nous sommes mobilisés au niveau de l'interprofession pour mettre en œuvre des indicateurs qui caractérisent le bien-être animal dans nos fermes. Au-delà du socle de base défini pour tous, chacun est libre de rentrer dans des démarches de segmentation. Le bio, le pâturage, le sans OGM. La FNPL est présente sur tous les territoires, y compris les territoires de montagne. Le lait sur tous les territoires, c'est un axe fort de la FNPL, et notamment pour la montagne, parce qu'en montagne, l'élevage est obligatoire. Le lait en montagne, c'est 40% des effectifs bovins, mais c'est plus de 70% du produit brut agricole au raid de l'élevage. Et si on rajoute les chiffres de la filière avec la transformation, parce que la transformation laitière se fait en montagne, ce qui n'est pas forcément le cas des autres productions, on arrive à un rôle et un enjeu social en termes d'emploi et d'économie des territoires pour la montagne qui est très lié, très connecté au devenir de la production laitière sur ce territoire. C'est pour ça qu'au niveau du groupe montagne, nous travaillons au niveau de la FNPL à faire des propositions vers les élus en termes de politique publique. Il y a une appellation montagne qui existe depuis des années. Cette appellation montagne, elle est dans le champ privé, c'est-à-dire que les opérateurs ont liberté d'utiliser la mention montagne comme ils veulent. Et on voit que 10 ans après la mise en place de cette appellation montagne, il n'y a pas de résultat. Donc nous, aujourd'hui, notre demande, c'est de remettre tous les opérateurs autour de la table, un peu comme dans le mode d'organisation que nous avons dans les filières d'appellation d'origine protégée, de façon à avoir un vrai collectif montagne qui retravaille sur le cahier des charges, en traduisant naturellement ce que nous faisons, et avoir une véritable démarche collective au niveau de la montagne que nous travaillons aujourd'hui au niveau de la FNPL. À la FNPL, on a décidé de créer une commission bio en accord et en partenariat avec la PCA et avec le CNIEL pour apporter un regard critique sur le cahier des charges européen et réunir en fait des avis, parce que la production biologique doit obéir à des règles économiques et pragmatiques. Le scandale du lait bio à 87 centimes en GMS, qui a d'ailleurs déclenché l'opération Chrysanthème, même s'il n'a pas impacté directement le prix payé aux producteurs, c'est une baisse de valeur pour toute la filière et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, le maintien du respect de la valeur dans la filière bio sera vraiment l'indicateur du respect du plan de filière lait. Le GBPH européen, c'est un guide de bonnes pratiques d'hygiène qui permet donc à tout producteur de fromage fermier de se projeter sur la création d'un plan de maîtrise sanitaire. Donc pour lui, ce producteur qui transforme à la ferme, qui puisse bien s'approprier comment il va arriver à une maîtrise sanitaire de son produit final. Ce GBPH européen, donc le but c'est de le faire vivre chez les producteurs. Aujourd'hui, il y a déjà 50 techniciens qui sont formés à ce GBPH européen. Et ces mêmes techniciens vont pouvoir aller faire des formations GBPH européens à nos éleveurs, tous nos producteurs sur le territoire. Le phénomène aujourd'hui de sécheresse reste dans un contexte aussi de changement climatique, donc il faut bien avoir en tête les deux choses. Donc aujourd'hui sur la sécheresse, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des régions françaises sont touchées. Il va falloir avoir des réponses à court et à moyen terme sur l'ensemble des territoires. Au niveau de la filière laitière, l'impact immédiat que nous avons par rapport à cette problématique sécheresse, ce sont l'évolution des coûts de production. Le prix de la paille a été multiplié par 2 en 2018 par rapport à 2017.
La luzerne, pareil. Donc ça veut dire que tous les achats de fourrage sont en train de faire flamber les coûts de production. Et ça, c'est une réalité de la trésorerie des exploitations laitières sur l'ensemble des territoires et qui va impacter le coût de production. En 2016, tout le territoire français avait subi des calamités importantes. Là, on est sur, on va dire, un tiers de la France. Et c'est un travail qui a été fait dans les départements, avec le soutien de nos élus nationaux, pour essayer, bien sûr, pas de compenser la totalité des pertes, mais de faire activer le fonds calamité dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de demander aux collectivités, c'est-à-dire au conseil régional et au conseil départemental, de prendre leurs responsabilités et de tout mettre en place pour sauver l'élevage dans des régions déjà fragilisées. Ça s'est concrétisé en termes d'argent. Moi, je vais vous donner un exemple, celui que je connais le mieux, celui de ma région. La région Grand Est avait l'ambition de mettre 1 million d'euros. On leur a demandé de qui se moquait, et ils vont abonder de 5 millions d'euros. Et quand la région a décidé d'aider les éleveurs, et les conseils départementaux ont aussi abondé l'enveloppe. En août, un nouvel outil est apparu, c'est l'outil marché à terme qui s'est ouvert sur le lait liquide avec des lots qui sont accessibles pour des producteurs laitiers à titre individuel. Et pour nous, c'est une opportunité, une nouvelle solution qui s'offre à des producteurs. Et le rôle de la FNPL, c'est d'accompagner des producteurs de lait français qui cherchent de nouvelles solutions pour se garantir de la volatilité à aller sur ces marchés à terme. Notre objectif derrière ces marchés à terme, c'est d'apporter de la visibilité aux producteurs, c'est d'apporter de la transparence par rapport à la réalité économique des marchés. Et ce que nous souhaiterions, c'est que les opérateurs, que sont les laiteries, privées ou coopératives, jouent en quelque part le rôle d'intermédiaire auprès des producteurs, comme dans le monde des céréales, pour permettre aux producteurs de se positionner sur les marchés à terme, comme je disais, dans le monde des céréales. Malheureusement, aujourd'hui, elles ne le font pas, y compris les coopératives rechignent à offrir ces propositions aux producteurs. Et je crois que comme dans le monde céréalier, il faut qu'on passe par une phase où les producteurs aillent en direct pour être l'aiguillon des outils coopératifs et privés, pour que demain nous ayons de véritables solutions collectives portées par les acteurs de la filière. Sur les flux frigorigènes, il s'est passé exactement la même chose que l'an dernier. L'an dernier, heureusement qu'on a eu une veille, parce que les pouvoirs publics avaient prévu une taxe qui représentait plus de 500 € par producteur. Et ils ont essayé de recommencer cette année. C'est bien la preuve que les producteurs, nos producteurs, ont besoin de syndicalistes qui soient là tout le temps, à veiller tout le temps, et c'est pas 6 mois tous les 6 ans. Autre sujet auquel veille la FNPL depuis 2 ans, c'est la réforme du schéma génétique, donc ce qu'on appelle le règlement zootechnique européen. Il y a une part importante d'argent venant des agriculteurs via la Confédération nationale de l'élevage. La FNPL veille à ce que cet argent soit bien utilisé pour avoir une génétique française, certes dynamique, mais surtout économe et efficace pour les producteurs de lait. Le dossier de la PAC, un sujet important, alors pas à l'instant T, parce que nous sommes déjà dans la PAC 2014-2020, par contre il faut préparer la future PAC. L'actualité aujourd'hui fait que nous venons d'apprendre qu'il y a un report pour la future PAC du vote et que c'est le prochain Parlement européen qui devra se saisir de ce sujet-là. D'où la nécessité d'avoir un Parlement européen qui défendra nos positions, nous éleveurs, nous producteurs de lait, et qui saura entendre nos revendications. Alors quelles sont nos revendications? Elles n'ont pas bougé depuis 2012, depuis notre mobilisation sur la dernière PAC, c'est-à-dire l'élevage a besoin de bras, a besoin d'être actif sur ces élevages. Nous sommes sur des exploitations petites et moyennes, mais nous avons une grande diversité sur l'ensemble du territoire. Donc tout ça, je vais continuer de le porter, de le défendre. Et il faudra peut-être trouver des façons d'adapter la future PAC avec de nouveaux outils à la filière laitière. Donc ça veut dire que chez nous aussi, il nous faut être en capacité d'être force de proposition sur ce sujet. C'est ce que nous préparons à la FNPL. La PAC va évoluer aussi avec de nouvelles formes
appréhender le sujet à travers le premier pilier, le deuxième pilier. Et ça, entre les régions et les pouvoirs publics au niveau national, il va y avoir aujourd'hui peut-être des remises en cause de la PAC telle qu'on la connaît. Donc trouver ce consensus au niveau de la FNSEA, ça va être sûrement pas facile, mais je peux vous dire que la FNPL continuera de porter haut et fort ces revendications que je viens d'exprimer devant vous. La loi Egalim s'applique pour tous les producteurs, qu'ils soient livreurs à un privé ou livreurs à une coopérative. L'inversion de la construction du prix s'applique aussi à la coopération. Pour chaque coopérative, j'ai co-signé avec un associé coopérateur un courrier dans lequel nous rappelons que la coopération est aussi concernée par la loi et qu'elle doit se mettre en conformité pour pouvoir répondre à la rémunération des producteurs. Le règlement intérieur d'Agrial est arrivé chez les agriculteurs, mais nous en avons fait une lecture syndicale et juridique à la FNPL en apportant les éléments aux agriculteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes aller poser des questions lors des AG par rapport au règlement intérieur, ce qui pouvait impacter très fortement leur exploitation. Mais maintenant, le travail syndical continue et la coopérative doit apporter les réponses aux interrogations de leurs adhérents. Cette année, grâce à la loi Egalim, nous avons la fameuse inversion de la négociation. La loi issue des États généraux de l'alimentation donne la capacité aux producteurs et aux organisations de producteurs de fournir leurs conditions générales de vente. La FNPL et son réseau travaillent aux côtés des organisations de producteurs depuis leur création. Nous avons mis à leur disposition à la fois du personnel qualifié, juridique, technique, d'accompagnement, et nous avons aussi fait en sorte que dans le débat législatif, nous amenions des outils très concrets qui sont dans la loi et sur lesquels les organisations de producteurs doivent s'appuyer et peuvent s'appuyer. On a toujours dit que notre nouveau rôle de la FNPL dans cette question de la négociation des prix et des volumes, c'était de créer le cadre. Et je crois que vraiment l'année 2019, c'est vraiment l'année qui concrétise vraiment cette orientation. Le débat autour des États généraux de l'alimentation, ça a permis de concrétiser le rôle du syndicalisme par rapport au rôle des organisations de producteurs. Créer le cadre, c'est le rôle du syndicalisme. Négocier pas à pas, pied à pied avec les entreprises, c'est le rôle des organisations de producteurs. Et on a aussi ce débat dans la coopération, c'est là, il faut y aller également. À la fin de l'automne, il y a eu un problème sur le ramassage des veaux. Il y a eu une vraie prise d'otage, étant donné que les veaux n'étaient plus du tout collectés en France, car les marchands de bestiaux refusaient de venir nous les prendre. Cette situation a duré une quinzaine de jours. À l'initiative de la FNPL, la DGAL a été invitée avec les marchands de bestiaux pour trouver une sortie à cette crise. Le 7 novembre, il a été décidé collectivement de reprendre la collecte des veaux suite à un accord qui a été trouvé. La FNPL s'intéresse au devenir des veaux car nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle. Le peu de valeur des petits veaux n'est pas normal. C'est pour ça que la FNPL s'est impliquée dans la reprise de la ferme expérimentale de Moron. Notre objectif est de mieux organiser l'offre pour trouver les débouchés, pour mieux rémunérer les producteurs. En 2000, il y avait 3% des producteurs de lait qui avaient un salarié sur l'exploitation. Aujourd'hui, on est entre un exploitant sur 4 ou un exploitant sur 5. Donc il faut communiquer sur ce sujet-là, il faut y travailler et on profite d'événements importants comme le SPACE à Rennes pour organiser des conférences avec comme public visé des chefs d'exploitation, des jeunes qui sont dans les écoles et tout le public qui peut être concerné par ce travail de demain. Il y a 2 enjeux. Le premier, c'est qu'un producteur de lait, chef d'exploitation, n'est pas forcément un manager. Donc il y a un travail de formation et il faut le reconnaître, moi qui suis producteur de lait, manager des hommes c'est aussi un autre métier. C'est le premier écueil. Et le deuxième, c'est de trouver de la main-d'œuvre compétente et de la main-d'œuvre qui soit passionnée, qu'on soit clair. On n'est pas là en train d'opposer salariat et installation. Le salarié, ça peut être aussi une situation alternative, j'allais dire, et qu'un salarié peut devenir associé d'exploitant. Et si le courant passe entre le producteur et le salarié, ben souvent c'est comme quand nous prenons un stagiaire, il reste souvent sur l'exploitation. Nous à la FNPL, on est convaincus que le modèle laitier
qu'attendent les consommateurs, c'est d'abord un modèle d'exploitation familiale transmissible. Si on n'installe pas suffisamment de jeunes ou si les fermes ne sont pas reprises, évidemment on va changer de ferme, on va aller vers des fermes de 1000 vaches. Et ça, le consommateur n'en veut pas. Créer de la valeur avec des choses que le consommateur ne veut pas, ce n'est pas possible. La loi EGA a été promulguée le 30 octobre 2018. Dans ce cadre-là, la clause de détermination du prix du lait a été indiquée et il faut maintenant définir les indicateurs coût de production. Les 396 € ont été déterminés par l'interprofession laitière. Ce chiffre de 396 € a été validé au niveau de l'interpro au Niel par les 3 collèges, le collège l'AFNIL, le collège des industriels privés, le collège coopérateur ainsi que le collège producteur. Dans ce collège producteur, il y a les 3 syndicats, la coordination rurale, la confédération paysanne et la FNPL. 396 €, c'est le prix de revient moyen d'une exploitation laitière en France. Ça correspond à un lait conventionnel qui est aujourd'hui produit dans l'ensemble des exploitations laitières françaises. Et ce prix de revient est le fruit d'un calcul. Ce n'est pas un prix politique, c'est un prix incontestable. Les 396 € sont sortis du RICA, qui est les chiffres officiels de l'Union européenne pour les exploitations laitières. Les statistiques sont fournies par le ministère de l'Agriculture. Ce chiffre sera actualisé par un observatoire du prix du lait qui sera mis en place par le CNIEL et l'interprofession laitière. Alors, les éleveurs laitiers doivent pouvoir vivre dignement de leur métier. C'est un métier d'engagement avec des astreintes, la traite, la gestion de l'élevage et qui représente à peu près entre 60 et 70 heures par semaine de travail et tous les jours. Et donc ça nécessite une rémunération qui est en lien avec cet engagement. La FNPL, en tant que syndicat, a pris ses responsabilités. Elle a choisi de publier ce chiffre. Il est indispensable que les opérateurs se saisissent de ce prix de revient de manière à pouvoir rémunérer les producteurs de lait français sur le marché intérieur. C'est indispensable. Le plan de filière que nous avions signé en décembre 2017 a quand même été beaucoup la feuille de route de la FNPL au cours de l'année 2018. L'entrée du commerce et de la distribution pour la FNPL, qui a toujours été très favorable, c'est d'abord un accès direct aux consommateurs. Si l'on veut créer de la valeur, si on veut amener plus d'images venant de la ferme dans les produits laitiers, que ce soit dans les grands magasins ou dans la restauration au foyer, il faut que l'ensemble des produits soient impactés par cette démarche. Depuis de nombreux mois, les agriculteurs sont victimes de ce que l'on appelle l'agribashing, de toujours être dans la contestation de nos pratiques, de notre métier. Et c'est vrai que nous, en tant qu'agriculteurs, nous ne pouvons pas rester toujours sous les coups. Nous devons relever la tête, être fiers de ce que l'on fait. Et je pense que c'est important que chacun et chacune d'entre nous prenons ce rôle et cette action à cœur. Et c'est vrai que par rapport aux réseaux sociaux, nous avons mis en place le hashtag Ceux qui font le lait pour parler du quotidien de ce que l'on fait et aussi le hashtag Fier de mon métier. Nous devons communiquer, reprendre la main sur la communication. Nous comptons sur vous pour partager votre quotidien, pour faire connaître et puis montrer que vous êtes fiers vous aussi de votre métier. Avec la FNSEA et JA, la FNPL a été très impliquée dans les élections de chambre d'agriculture. Pour la coordination rurale, les départements laitiers, c'était vraiment un enjeu. Ils avaient placé beaucoup de leurs arguments là-dessus. La FNPL a fourni à la fois des éléments de communication sur les acquis syndicaux, sur les positions de la FNPL, sur les postures de la FNPL. Et puis bien sûr, chaque fois qu'un département nous a sollicité pour venir intervenir soit dans une réunion de terrain, soit dans un meeting, nous y sommes allés et nous y sommes allés aussi souvent que nécessaire. À la fois les administrateurs du réseau ou les membres du bureau. Ça a été à la fois enrichissant pour les départements, du moins je l'espère, mais aussi beaucoup pour nous. Ça nous a permis de mesurer quelles étaient la compréhension des positions que la FNPL prenait sur le terrain. Et c'est un travail qui est très agréable. Et franchement, on est très fiers d'avoir reconquis toutes ces terres-là, ce terre du Calvados. Voilà, ça y est, on est chez nous.
Moi, je voudrais vous dire aussi que je suis très fier, en tant que président de la FNPL, que notre réseau ait fonctionné, que vous ayez défendu les valeurs que nous portons au niveau de la FNPL, que l'ensemble des administrateurs de la FNPL se soient investis dans cette campagne. Voilà, la fierté du travail que nous avons mené a permis de faire passer un message clair à l'ensemble des gens qui étaient appelés à voter, et donc le fait majoritaire n'est pas le hasard, c'est une reconnaissance du travail que vous avez fait. Donc je voudrais partager avec vous cette fierté qui est la mienne aujourd'hui, d'avoir eu un réseau qui fonctionne, et je voudrais remercier tout particulièrement aussi le secrétaire général de la FNPL qui s'est largement investi dans cette dynamique d'élection. Vous me direz c'est que son rôle, mais enfin je crois qu'il faut le souligner aussi.